Lorsqu'on veut se rendre public et maîtriser un peu socialement notre comportement individuel, ceci peut avoir un impact sur notre style de vie, le genre de vie et, dans certaines mesures, donc mode de vie. Je donne l'exemple, par exemple, dans cette étude de mode de vie, je donne l'exemple de département Harris Interactive. C'est un organisme d'études marketing et de sondage d'opinion. Cet organisme réalise à la fois des études quantitatives et des études qualitatives, suivant différentes méthodologies. Donc c'est un organisme qui est présent en Europe, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Il est composé de plusieurs consultants qui réalisent en effet des études ad hoc, c'est-à-dire des stratégies et des tactiques, faisant appel à une pluralité de méthodes, techniques et compétences. Donc cet organisme traite un peu, il étudie un peu notre mode de vie, comportement et comment peut-on utiliser ces appareils numériques et électroniques. Ce qui explique que toute innovation, toute création d'un appareil numérique ou électronique, elle est étudiée, c'est-à-dire elle est étudiée pour la consommation. Donc des études exploratoires, donc des études de motivation, des études d'image, de positionnement, de shopper, études ethnographiques, tests de concepts et de services, audits de services digitaux, tests d'axes publicitaires ou de communication, c'est-à-dire comment peut-on innover ces idées d'exécution, use test, workshop créatif, cahier de tendance et ce qu'on appelle aussi desk research. L'étude exploratoire de ce département pour inventer ou vendre un appareil électronique pourrait changer radicalement le mode de vie d'une personne, d'un groupe ou toute une société. Donc, Harris Interactive se penche sur la complexification des marchés, l'exacerbation de la concurrence, la révolution technologique et digitale. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution constante des mentalités, des pratiques, des usages, attitudes des consommateurs, à la fois clients, shoppers, users, nécessaire innovation et accélération de cette tendance numérique qui s'intitule Go to Market. C'est quoi? C'est que le comportement, notre mode de vie et comment doit-on consommer est étudié, planifié par des organismes. Lorsqu'on parle de comportement ou de mode de vie, j'ai donné l'exemple de cet organisme qui a montré que près de 50% des personnes interrogées sur les modes de vie numériques considèrent l'ordinateur comme pièce centrale du dispositif. Cette étude a été soutenue par Microsoft et Dell, donc, qui confirme un peu qui a été confirmé aussi par les stratégies de PDG d'Apple. Donc, ce qu'on trouve aussi, la seule différence entre Microsoft et Dell, c'est qu'ils parlent du futur, mais Apple, en tant que géant du numérique et de technologie, il s'exprime au présent. On peut déduire que l'ordinateur est en passe de devenir le centre d'un mode de vie numérique tel que l'envisage le constructeur californien Apple. Il reste en tout cas en première place des appareils électroniques plébiscités. À travers ces études, il s'est avéré que près de 50% des personnes interrogées, quelle que soit la tranche d'âge à laquelle elles appartiennent, considèrent en effet l'ordinateur comme la pièce la plus importante des objets numériques par rapport au téléphone portable, lecteur, CD ou DVD. L'étude réalisée en Amérique du Nord et en Europe auprès de 1500 personnes, donc toujours par cet organisme, équipées d'un ordinateur et d'un autre appareil électronique, montre d'une part la place de plus en plus importante occupée par l'ordinateur dans la vie courante. En revanche, Mark Oldani, c'est le directeur marketing de Dell, déclare le contraire. Il dit que nous observons un changement de style de vie. Celui-ci évolue d'une utilisation quasi exhaustive de la télévision à un pourcentage supérieur de gens passant du temps devant l'ordinateur. C'est-à-dire, il contredit en quelque sorte les deux avis des spécialistes d'Apple et de Dell et de Microsoft. Philippe Schiller, vice-président marketing d'Apple, a eu l'occasion de le rappeler au dernier Comdex, c'est un salon d'informatique
au Texas, Nevada, qui s'organise régulièrement. Au cours d'une présentation des technologies de sa société, c'est-à-dire de Apple, il trouve que le foyer familial est devenu le centre du mode de vie numérique. C'est pourquoi le géant Apple avait initié le lancement de l'application dédiée au nouveau mode de vie, c'est-à-dire les e-apps. Donc, il décrit les fonctions des e-movies, c'est-à-dire tout ce qui est film, iTunes, application pour télécharger les films, e-photos, ou e-sync, c'est-à-dire c'est une application développée par Apple qui synchronise les données. Il déclare donc, Phil Schiller, il ne s'agit pas de futur, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire Apple parle de présent. C'est ce que des millions d'utilisateurs de Mac font aujourd'hui. L'ordinateur personnel a déjà gagné sa place de gestionnaire de vos contacts ou de vos photos. Ce sont les déclarations de Phil Schiller. Ce qu'on peut comprendre de ces déclarations, ces enquêtes, c'est que les géants du numérique souhaitent bien remplacer la télévision par l'ordinateur ou le portable. Donc, portable, quand on parle de portable, on parle YouTube, TikTok, Facebook, etc. Mais dans ce contexte d'innovation, de création et de consommation, il faut qu'il y ait quand même une certaine réglementation. Donc, la réglementation pour l'utilisation des sites, des serveurs, des plateformes électroniques. Et surtout pour arrêter et stopper les ambitions commerciales de ces géants du numérique, il faut absolument exiger une réglementation. Cette réglementation est apparue par la Commission européenne qui a publié un premier projet de règlement sur l'éco-conception des téléphones mobiles et des tablettes. Le texte de cette commission met l'accent sur les mises à jour et la résistance des matériaux. Cette réglementation voudrait mettre fin à ce monopole commercial souvent dépourvu d'éthique et de déontologie. Dans l'utilisation de ces appareils électroniques au numérique pour s'interroger et dire à quand les téléphones mobiles et les tablettes. Ces produits ne sont encore couverts par aucune exigence en application de la directive européenne de 2009, dite éco-conception. Cette directive, elle s'appelle éco-conception. L'Union européenne entend alors revoir l'utilité des différents sites, serveurs et plateformes électroniques. Plusieurs catégories de produits relevant d'éthique sont déjà encadrées par des règlements. On peut parler aussi des risques des appareils électroniques sur l'environnement. Donc, si on exige une réglementation, c'est qu'il y a aussi des risques sur l'environnement. Selon les chiffres établis par une étude Green ET publiée en octobre 2019, les 34 milliards de smartphones, ordinateurs, consoles de jeux et téléviseurs que compte la planète occupent une place centrale dans l'impact sur l'environnement. Il faut 80 fois plus d'énergie pour produire un gramme de smartphone qu'un gramme de voiture. Mais ce n'est pas leur utilisation qui a le plus de conséquences sur l'environnement. 90% de l'énergie consommée par un smartphone est générée lors de sa fabrication. C'est-à-dire quand on fabrique le smartphone, c'est là où on peut porter atteinte à l'environnement. La construction d'outils informatiques impacte aussi la quantité de ressources naturelles disponibles. Ces ressources premières ne se renouvellent pas aussi vite, malheureusement, que nous en consommons. La pollution numérique, donc, je dirais, demande beaucoup d'énergie pour lutter contre cette pollution. D'après Fabrice Philippot, c'est un auteur qui a publié un ouvrage sur la numérisation des modes de vie. Il déclare « Si Internet était un pays, il serait le troisième consommateur mondial d'électricité après la Chine et les États-Unis. » Pour vous dire l'impact de cette pollution. Donc, il a donné aussi l'exemple de la pollution numérique des mails. Il dit qu'il existe un côté positif de la consommation numérique, mais le mail est une façon rapide de communiquer, de plus en plus démocratisée aussi, mais son utilisation n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Pourquoi? Parce que s'il est accompagné d'une pièce, par exemple, si vous envoyez un mail accompagné d'une pièce d'1 méga, un mail émet 19 grammes de CO2. Cet impact pris individuellement est faible, mais quand on sait que 34 millions de mails sont envoyés toutes les heures, sans compter les spams, les conséquences deviennent importantes. On peut comprendre
ce danger de pollution numérique que la tendance qui se dessine n'est pas très optimiste. La planète compte 48 milliards d'objets connectés en 2025. Notre planète va avoir, d'après ces études, 48 milliards d'objets connectés en l'année 2025, avec une empreinte environnementale 3 fois plus importante qu'en 2010. C'est-à-dire notre environnement est menacé par cette utilisation d'appareils électroniques et numériques. Ce que veut dire, il y a une consommation numérique en pleine explosion. Dès lors, notre mode de vie numérique contribue largement à mettre en danger tant le climat que les ressources naturelles. L'empreinte énergétique directe des serveurs, réseaux et terminaux, en tenant compte tant de l'énergie utilisée pour leur fabrication que pour leur utilisation, progresse de 9% par an. On parle même de cette sobriété numérique. Comment donc peut-on nuire à la nature et à la société en postant sur Instagram, Facebook, en surfant à longueur de journée sur son smartphone? Ce que nous faisons de notre vie numérique au quotidien est sans doute bien moins essentiel que préserver notre planète. Par exemple, en France, ils ont mis en place un plan qui s'appelle The Shift Project, qui propose un plan qui détaille des solutions pragmatiques pour transformer l'économie française en la rendant moins carbonée, plus résiliente et créatrice d'emplois. D'après ce plan, ils ont déduit qu'ils doivent sérieusement réfléchir et urgemment à un scénario de sobriété numérique, ce qui explique que les sociétés commencent à s'interroger vraiment de cet impact de l'utilisation des appareils numériques électroniques sur notre environnement et sur notre quotidien. Il faut appliquer une discipline personnelle, c'est-à-dire adopter au quotidien aux résistants, aux sirènes des réseaux sociaux et à la séduction des fabricants de smartphones. On doit contrôler nos choix d'achat, de consommation et d'utilisation de nos appareils numériques. On sait que les entreprises rivalisent d'ingéniosité pour capter l'attention des consommateurs, partiellement standardiser et bien gérer nos modes de vie, c'est-à-dire ces entreprises étudient nos modes de vie, notre comportement de consommateur pour innover et créer des appareils numériques et électroniques. La montée en puissance de la nouvelle généralité sociale fait des exclus les plus souvent les pauvres et les personnes âgées, ce qui explique que l'utilisation, la consommation de ces appareils, elle est stratifiée socialement. Ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent accéder à ces appareils. Ce qui explique aussi que cette consommation numérique nous inculque un comportement social variable et varié. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de cette singularisation de l'acte. Quand on utilise l'appareil numérique, son smartphone ou son ordinateur, on est dans un monde privatisé. On appartient à notre monde. La complexité de comportement social, parce qu'on est dans un constat sociologique, nous éloigne de la réalité des interactions entre les individus dans une société paradoxale, comme la nôtre, qui se cherche à travers le langage, le vestimentaire et surtout par l'utilité des appareils électroniques et numériques privatifs, c'est-à-dire qui nous appartient. Il existe une certaine, je dirais, une certaine singularité dans les comportements individuels, une subjectivité dans la vision et une certaine obsession dans l'interprétation de l'image de soi. Notre comportement singularisé traduit l'image qu'on peut développer avec soi-même dans notre rapport avec un smartphone ou avec un ordinateur. Certes, on retrouve une certaine liberté dans la visualisation de l'image de l'autre et parfois de notre image à travers une apparition sur Instagram, sur TikTok ou YouTube, mais il existe en même temps une certaine aliénation psychologique, on va le voir aussi avec le professeur Sahraoui, à l'outil électronique, c'est-à-dire au smartphone, à la tablette, à l'ordinateur. Un attachement lorsqu'on cherche à augmenter le nombre des fans et des abonnés, parce qu'on veut toujours augmenter le chiffre de paiement en tant qu'influenceur par YouTube ou par TikTok. C'est très très important parce qu'il y a, je dirais, une aliénation psychologique à son outil électronique et numérique. L'image qu'on peut déduire sur les rapports des individus à l'appareil numérique et son utilité dans la vie quotidienne nous permet, nous sociologues, de mesurer l'impact de la fracture numérique. On parle de fracture numérique sur la dislocation des valeurs et des normes de notre société. Il y a un impact sur nos valeurs et
les normes de notre société. Vous pouvez me dire comment? Vous pouvez le voir lorsque vous allez chez des personnes proches ou vous vous retrouvez au salon d'une maison ou d'un appartement avec une télévision allumée. Je vous donne l'exemple. On ne parle rarement des affaires familiales, mais on évoque le feuilleton, si on regarde un feuilleton. C'est-à-dire, ou les informations. Nous ne sommes plus dans le dialogue social constructif, nous sommes dans l'évasif, car on ne veut pas affronter la réalité de notre quotidien. On n'est plus dans la réalité sociale ou familiale qui nous a réunis, c'est comme on veut échapper au quotidien et à la réalité de nos problèmes. Parfois, on se retrouve en famille et chacun est branché sur son portable. On se parle sans se regarder, car chacun de nous est obsédé par un commentaire sur Facebook, par une information ou par une vidéo sur YouTube, ou par un poster sur Instagram, etc. Parfois, dans le même espace de vie, les personnes ne se parlent pas et ne se regardent même pas. Vous n'avez qu'à observer dans les grandes villes d'Europe ou d'Amérique, les gens, dans le métro ou dans les trains, vous ne trouvez que rarement quelqu'un qui lit un livre. Chaque personne est branchée sur son smartphone. La lecture a disparu, malheureusement, dans les espaces de vie. Tout le monde regarde son smartphone. Parfois, dans les réunions, on ne s'écoute pas, on ne se comprenne pas, car chacun est branché sur son smartphone pour attendre une nouvelle de sa famille, une urgence ou un rendez-vous. On doit chaque fois répondre à une urgence en utilisant son smartphone. Par exemple, dans nos échanges avec nos proches lointains, on ne se parle plus, on envoie souvent des messages ou des images par SMS, WhatsApp ou Facebook pour exprimer son amour, sa fidélité, son affection, ses condoléances ou pour souhaiter les fêtes religieuses, l'Aïd, etc., ou le Mouloud. C'est une réelle dépendance de nos appareils électroniques parce que le smartphone s'est imposé comme un outil vital de notre quotidien. Durkheim rappelle toujours cette conscience collective, c'est-à-dire le point où cette vie sociale et mentale est la plus intense, comme un foyer dans lequel tous les courants de vie individuels se réfléchissent, se condensent et qui apparaît à la marche commune de toutes les actions individuelles. Mais cette conscience collective est aujourd'hui déstructurée par l'acte singularisé et par l'autonomie dans l'utilisation des appareils numériques. Sommes-nous dans la logique d'interprétation de Max Weber, si on veut parler de sociologie, lorsque la notion de conduite de vie et la manière dont il en use, ce qui confère chez l'individu, d'après Max Weber, c'est son sens concret aux objectifs affichés par la sociologie compréhensive. Ceci est une interprétation compréhensive de l'action sociale qui n'est en vérité pas autre chose que la compréhension des logiques des conduites de vie. Ce changement de comportement de consommateurs du numérique, des consommateurs du numérique, est-il devenu une conduite de vie dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne? On se pose la question. Dans ce contexte, pour conclure, donc, d'interprétation sociologique, la question qu'on se pose tous, comment peut-on se séparer pendant 24 heures de son portable? On se pose la question. Nous sommes devenus les esclaves de nos appareils électroniques et numériques. Certains économistes ou scientifiques parlent de liberté de consommateur, mais le risque de perdre sa liberté individuelle et se retrouver isolé socialement sans pouvoir développer ses relations humaines explique aujourd'hui la singularisation du comportement de l'individu dans des sociétés en pleine fragmentation morale. Ceci se distingue dans la mauvaise maîtrise des réseaux sociaux par des personnes intellectuellement faibles ou scientifiquement effacées. Exemple, lorsque vous voyez des images, parfois on est dans des mariages et on prend des images de femmes qui dansent et malheureusement la femme elle ne se rendait pas compte et ça peut provoquer un divorce parce qu'on l'a filmé en train de danser dans un mariage sans qu'elle le sache. Donc c'est des actes qu'on ne peut pas contrôler dans un espace social collectif. C'est ce qu'on appelle aussi la mauvaise maîtrise de ces appareils électroniques.
ces personnes cèdent facilement à la tentation, à la manipulation affective, sexuelle, commerciale, pour détruire une famille, un foyer ou une entreprise. Ceci explique le degré d'influence des réseaux sociaux et le manque de la maîtrise intellectuelle et culturelle des appareils numériques utilisés. Donc cette consommation numérique, elle est aussi catégorisée socialement. Je vais vous donner un exemple. La bataille des écrans n'est pas seulement commerciale. Pendant que les parents fortunés de la Silicon Valley, les savants de la Silicon Valley aux États-Unis, mettent leurs enfants dans des écoles sans numérique. Ça explique quoi? C'est que ces savants, ils sont en train de produire des appareils électroniques et numériques pour vendre à d'autres catégories sociales, malheureusement, intellectuellement ou scientifiquement faibles, la consommation des vidéos, de jeux de vidéo qui peut détruire l'enfant, toute une famille, une génération. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est un peu paradoxal. Comment ces savants nous inventent des appareils qu'ils interdisent à leurs enfants? On se pose des questions. Et malheureusement, c'est les classes populaires qui privilégient les vidéos, les jeux, un mode de connaissance passant par le geste et l'oral, donc il y a moins d'utilisation d'Internet, etc. Pour vraiment conclure, c'est que il faut vraiment une culture dans la maîtrise de ces appareils électroniques et numériques, surtout une culture, une éducation dès l'âge de l'enfant, ouais, parce qu'il y a vraiment, je dirais, une marginalisation dans l'utilisation de ces appareils. Et un dépassement parfois, on entend, il suffit de ne pas maîtriser son image sur Facebook et on la diffuse partout. Voilà, et merci de votre attention. Merci madame. Je vous remercie, monsieur Beritima, effectivement.